Je peux y aller? Donc c'est un grand honneur pour nous de recevoir Mario Draghi, qui incarne l'espoir d'un réveil européen dans un monde, dans un monde de repli nationaliste. Eh bien, l'espoir, c'est d'une Europe qui se réveille. L'Europe, c'est un grand espace. Entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 80, le PIB par tête européen rattrapait le PIB par tête américain. Mais depuis la fin des années 80, nous déclinons par rapport aux États-Unis. Et ce n'est pas seulement le PIB par tête européen qui décline par rapport au PIB par tête américain. Les innovations de rupture, les innovations high-tech se font aux États-Unis. En Europe, c'est surtout les innovations incrémentales dans le mid-tech. Et la question, c'est de savoir comment l'Europe peut remonter la pente, comment on peut devenir innovant. On a toutes les potentialités, on a les chercheurs, les mathématiciens, les ingénieurs. Comment on peut redevenir innovant tout en préservant ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la démocratie et la liberté. C'est en Europe, la démocratie et la liberté. C'est plus aux États-Unis. Ce qui nous tient à cœur, c'est le modèle social, c'est chez nous, c'est pas aux États-Unis. Et ce qui nous tient à cœur, c'est l'environnement et lutter contre le changement climatique. Comment on peut devenir innovant, comment on peut remonter, pas se laisser distancer par la Chine et les États-Unis, sans renoncer à ce que nous sommes. Voilà, donc voilà les questions que Benoît et moi-même allons poser à Mario Draghi. Et le rapport Draghi, évidemment, montre la voie à suivre. Et je passe la parole immédiatement à Benoît. Merci Philippe, merci également à Mario Draghi d'être parmi nous aujourd'hui. Le rapport Draghi a été mentionné à peu près 933 fois depuis hier, donc il était temps d'en parler directement avec son auteur. Merci beaucoup d'être ici. Et je commence par une question finalement très simple. Le rapport a été publié il y a un peu moins d'un an, 10 mois à peu près. Quelle appréciation porter sur la réaction au rapport et particulièrement ce qui a été fait par la Commission européenne et par les États membres après ce rapport? Moi, je peux dire, pour mettre tout le monde à l'aise, il me semble que pas grand-chose n'a été fait. Donc voilà, il reste 2 mois avant le premier anniversaire peut-être pour se réveiller et pour tirer les conclusions du rapport. Mais beaucoup d'entre nous pensent que la réaction, aussi bien de la Commission que des États membres, a été extrêmement décevante. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous pour votre présence et votre accueil et vos applaudissements. Remercie de m'avoir invité. Et également ici, je me sens très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Également une excuse, je vais ne pas m'adresser à vous en français. Donc, je dois poursuivre en anglais. Vous me pardonnerez cette difficulté. Donc, il faut prendre la voie médiane pour juger la réaction de la Commission. Certes, la chose la plus importante qui va se produire cette année, c'est la proposition de la Commission sur les 28 régimes. Il y a de la place pour la croissance des PME-PMI. Il y a de la main avec des petites entreprises innovantes. Je pense que c'est vraiment ce qu'on doit observer dans les mois à venir, voir ce qui se passe. Des choses ont été faites avec de la simplification, essentiellement pour des choses qui ont à voir avec le SRD, sur la nouvelle taxonomie, par exemple, mais très peu a été fait en fait sur l'intelligence artificielle. Et il faut que ce soit changé, cette approche doit être modifiée, et donc le GDPR également, donc la protection générale des données, tout ça doit être modifié dans certaines parties. Mais il n'y a pas eu beaucoup de progrès. Une bonne chose cependant a été faite et ne doit pas être modifiée, c'est que l'acte sur le marché numérique, parce que ça c'est vraiment la seule chose que nous avons pour protéger nos industries en Europe. Donc nos petites industries, particulièrement pour les protéger des grosses machines, les entreprises américaines et autres. Donc, des choses ont été faites, les giga-usines ont reçu énormément d'intérêt en Europe. Je pense que
plus d'autres choses vont devoir être faites rapidement. Mais le problème principal que je vois à ce stade, c'est la vitesse d'intervention. Parce que le temps moyen d'adoption d'un acte de la Commission européenne, c'est à peu près 2 ans. Et la mise en œuvre est à peu près 5 ans, jusqu'à 5 ans. Donc, et la dernière remarque que je vais faire, c'est que très peu a été fait dans le domaine de l'énergie, en fait. Et je dis simplement une chose à ce sujet. Il y a une déclaration récente de Sam Altman, le fondateur et PDG de OpenAI. Et il a dit que le coût de l'AI va converger avec le coût de l'énergie. Donc, soit nous sommes équipés, soit nous allons bloquer, caler pour le développement de l'intelligence artificielle, de l'IA, qui est essentiellement transformationnelle. Let me ask the following question. The relationship. Il y a une manière de voir les choses, c'est de dire que Trump, ça va pousser le rapport Draghi, parce qu'on se dit, finalement, l'Europe doit se débrouiller elle-même, et on ne veut pas être dépendant des États-Unis, donc on doit se réveiller. L'autre, c'est de dire Trump va rendre les choses plus dures en divisant les Européens. Mais moi, j'ai un joke que je fais. Je me dis souvent, Trump, il a lu le rapport Draghi. Il se fait beaucoup de soucis du fait qu'il y ait une telle avance américaine sur l'Europe. Et donc, il tire dans les universités américaines pour réduire le gap entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. Finalement, peut-être que lui applique le rapport Draghi en réduisant le potentiel de recherche. En tout cas, on doit tirer parti de ça pour attirer les chercheurs américains. Voilà. Comment tu vois la relation entre Trump et nous? C'est les deux. En fait, Trump, définitivement, s'est lancé à déclencher les acteurs européens, notamment pour la défense. Il y a une chose que j'ai admirée, que j'ai à l'esprit, c'est ce qui s'est passé en Allemagne de ce point de vue. L'Allemagne était un pays où les politiciens seraient photographiés près de quelque chose de militaire, perdraient tout de suite leur électorat. C'était un pays où au début de la guerre russe-Ukraine, il y a eu une enquête. Et est-ce que vous défendriez votre pays s'il était attaqué? 70% ont répondu non. Donc, dans ce pays, le chancelier Merz a annoncé que le plus gros investissement jamais fait dans la défense et en infrastructure, on va oublier, mais essentiellement le plus grande dépense de défense, et il vient de les annoncer, et à cette fin, il a fait la promotion de changements dans l'un des piliers de sa politique pour l'Allemagne, à savoir, et dans l'idéal, ce devait être pour l'ensemble de l'Europe. Les autres pays n'ont pas suivi, mais essentiellement, c'était cela. Et donc, tout changement constitutionnel par rapport à ceci va apporter un grand soutien de tous les partis. Donc, va recevoir un grand soutien de tous les partis. Il a dit que l'Allemagne doit, quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'à ce jour, c'est que l'Allemagne doit accepter ses responsabilités, assumer ses responsabilités. Elle devra devenir un leader de l'Europe. Et donc, c'est de nouvelles choses qui se produisent, mais c'est tout à fait important néanmoins. De ce point de vue, Trump nous a aidé à dépenser plus en défense. Ça, c'est vrai, c'est essentiellement. Parce qu'on aurait dû le faire, mais ça a raccourci le délai dans lequel nous avons pu répondre. Mais n'oubliez pas que Trump n'aime pas l'Union européenne, pour être aimable, hein. Et il adore Poutine. Donc il aime toutes les personnes qui pensent comme lui, les gens qui détestent l'Europe et qui adorent Poutine. Et de ce point de vue, il n'aide pas l'Union européenne pour que nous nous regroupions afin de donner une réponse unifiée à beaucoup des questions existentielles qui sont débattues actuellement dans mon rapport. La question que je voulais poser, c'était pour mettre en œuvre le rapport Draghi. Est-ce qu'il faut que ce soit tous les pays européens qui y aillent ensemble? Mais ça peut prendre beaucoup de temps, il y a des grandes rigidités, on le sait, au sein de l'Union européenne. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt adopter une coalition of the willing approach, hein, de dire voilà, les pays qui veulent sur tel et tel sujet, eh bien démarrent, voilà, sur la défense, sur l'énergie, sur l'IA, et puis qui même me suivent, quoi. Et donc d'avoir une approche en disant on va vers le mieux disant et pas vers le moins disant. On fait coalition of the willing.
Quelle est la vision? L'Allemagne maintenant devient dynamique, l'Angleterre revient vers nous, il y a des pays qui sont davantage motivés que d'autres. Comment tu approches? Est-ce qu'il faut qu'on y aille tous ensemble ou est-ce qu'on fait coalition of the willing? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le modèle de décisionnaire de l'Union européenne est en défaut et défaillant. Mais ces raisons ne sont pas récentes. C'est défaillant depuis 20, 25, 30 ans. La différence, c'est que nous n'avions pas compris à l'époque la nécessité absolue d'avoir une réponse unifiée sur différentes questions. Je dirais qu'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il faut évaluer des priorités qui ont besoin d'une réforme unifiée. Si tout le monde ne veut pas suivre, il suffit d'avancer avec des coalitions des volontaires. Le modèle a commencé avec la défense et ce sera, compte tenu de la brièveté du temps disponible, compte tenu de l'étendue des besoins qui doivent être traités, auxquels on doit répondre, vous devez répondre maintenant. Que ce soit 4 pays, 5 pays ou 27 membres, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut être ouvert. Et au fait, notre traité dispose de différentes dispositions qui permettent à différents groupes de pays, il y a la coopération améliorée, il y en a un autre qui s'appelle simplement les traités intergouvernementaux. Mais c'est également, il y a des éléments de la présidence. Prenez le cas de l'euro. L'euro a été une coalition des volontaires, d'une certaine façon. Je voudrais revenir à la microéconomie. Une grande partie du rapport discute l'excès de régulation en Europe, thème qui a été discuté ces 2 jours par tous les chefs d'entreprise présents ici, dans différents domaines. Et donc le fait que la multiplicité de régulations, de réglementations locales est un obstacle à l'intégration du marché unique, aussi bien pour les biens que pour les services, plus encore pour les services que pour les biens d'ailleurs, on le sait. Et donc le rapport, de manière logique, propose de dépasser cette fragmentation et de franchir de nouvelles étapes dans l'unification de certains marchés, par exemple le marché des télécoms. Mais là, il y a une question d'économie politique, c'est-à-dire que derrière chaque réglementation, il y a un intérêt constitué, il y a des intérêts particuliers. Comment est-ce qu'on dépasse ces intérêts particuliers? Quelle est la bonne méthode pour faire ce Big Bang réglementaire sans se heurter aux intérêts particuliers, souvent privés, parfois publics, qui ont motivé l'existence de ces régulations? Donc, quelle est la politique de la mise en œuvre du rapport Draghi? C'est un peu ça ma question. Question facile. Maintenant, je peux répondre avec 2 mots. Vous avez besoin de 3 mots. Leadership. Il faut du leadership. Et donc, en d'autres termes, quel serait un bon cas pour les leaders pour s'engager dans cette responsabilité? Donc, sachant que la plupart de ces réglementations protègent les pays ou les situations locales. Maintenant, j'ai regardé un autre moment historique dans notre histoire qui est la création du marché unique en 86. Certaines des conditions sont étonnamment similaires. La croissance avait décliné de 5% dans les 70 à 2% dans les années 80. Le commerce intra-européen était à l'arrêt pratiquement parce que les marchés pour les métiers, les produits intermédiaires qui étaient le seul commandé par le marché, gouverné par le marché commun, les réglementations étaient saturées. Donc, les États-Unis avaient mis en œuvre un ensemble de restrictions sur nos exportations qui allaient dans les années 75, c'était la partie d'exportation couverte par ces restrictions américaines, c'était 8%. 10 ans plus tard, c'était 21% de restrictions.
Donc l'ensemble, ce sont des similitudes avec la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on doit accepter que les exportations ne seront pas le refuge ultime pour pouvoir nous échapper, parce que nos exportations sont frappées durement par les droits de douane, par la dépréciation du dollar, etc. Donc, essentiellement, je pense que ceci apporte les contours pour que quelqu'un puisse prendre le leadership. Mais si vous n'avez pas la confiance et le courage de traiter ces sujets, d'aller contre le reste pour sauver des intérêts privés de vos pays, rien ne se fera. Mais on a de mauvaises expériences, Azuel, parce que... Si, c'est de l'impulsion extraordinaire qu'a été l'acte unique. Depuis, on a eu la directive Bolkestein, qui voulait libéraliser les services en Europe et qui s'est fracassée sur le désaccord politique. Ici, en France, on parlait du plombier polonais. On disait on va être envahi par les plombiers polonais. Et donc ça n'a pas marché. Donc il y a eu des échecs. Oui, vous savez, il y a toujours des réticences, de la résistance. Dans le domaine de l'espace, lorsqu'il y a 4 pays qui combinent leurs forces, c'est une idée. C'est une idée auquel beaucoup de personnes pensent. Elles sont frustrées parce qu'il n'y a pas de réponse unifiée, de réponse commune. Poser une question d'ordre macroéconomique. Alors je sais que je suis en terrain très très sensible en posant la question à un ancien président de la Banque Centrale Européenne. Mais il y a aussi un volet macroéconomique à cette discussion. Et toi-même, dans un discours qui a été très remarqué au CEPR à Paris, en décembre dernier, tu as rappelé que si l'Europe exporte beaucoup de capitaux vers les États-Unis, si les entreprises européennes investissent aux États-Unis, c'est pas seulement à cause de l'excès de normes et du manque de perspectives de rendement en Europe, c'est aussi parce qu'il y a un déséquilibre entre épargne et investissement. L'Europe épargne beaucoup et la somme de la consommation et de l'investissement est insuffisante. Et donc il y a un volet macroéconomique à cette discussion. Donc est-ce qu'il faut que les politiques macroéconomiques, la politique budgétaire, la politique monétaire, accompagnent la mise en œuvre du rapport Draghi ? Bien sûr, on peut répondre à cette question sans avoir été gouverneur de la Banque centrale. Mais il faut remonter un petit peu dans l'histoire. On voit qu'il y a des excès que nous construisons. Avant la grande crise financière, il y avait des investissements qui étaient engagés. Il y avait des investissements décents dans les infrastructures publiques et nous avions une consommation nationale qui était plus faible que celle des États-Unis, mais qui progressait à peu près au même rythme de celui des États-Unis. Après la grande crise financière, nous avons commencé les années d'austérité. Pendant 10 ans, et on est un petit peu encore dans cet état d'esprit. Alors, que s'est-il passé? On n'a pas enlevé les régulations en Europe, donc il n'y avait pas la possibilité de vendre et de produire en Europe. Et la seule réponse, c'était d'augmenter les exportations. Et en gros, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors maintenant, les choses changent. Les exportations ont été touchées, comme je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, et les gens se rendent compte que ne pas investir dans les infrastructures. Alors, lorsque je parle d'infrastructures, je parle d'éducation, la recherche, les infrastructures physiques, les infrastructures de la recherche et du développement et consorts. Donc, on voit qu'on pense aux investissements simplement en termes de coûts. Je pense qu'il y aura un mouvement de balancier. Et je pense qu'il faut un changement, sinon on va stagner. Il faut enlever les barrières au marché unique. Si on veut investir dans les ressources publiques, il faut enlever les barrières. Et lorsqu'on n'a pas suffisamment d'investissement, il faut des dettes communes pour des projets communs. Ça, c'est la chose aussi qui importe. Et dans une certaine mesure, l'union des marchés des capitaux va venir en second ressort. Benoît, on avait un logiciel européen
que j'appelle un peu hayekien. L'idée est de dire qu'il fallait contraindre les pays membres en mettant beaucoup de réglementations. On dit souvent de l'Europe qu'on est un géant réglementaire et un nain budgétaire. Donc d'abord, il y avait la règle de Maastricht, pas plus que 3% de déficit, pas plus que 3% du PIB, en mettant sur le même plan les dépenses de fonctionnement et les investissements dans la croissance. On ne l'a jamais respecté. Voilà. Bon, deuxièmement, politique de concurrence. Au nom de la politique de concurrence en Europe, on empêchait les aides sectorielles d'État. C'est-à-dire qu'on a été très anti-politique industrielle au nom de la politique de concurrence. Mais avec les DARPA américaines, on sait qu'on peut réconcilier politique de concurrence et politique industrielle. Et comme tu disais tout à l'heure, on peut emprunter collectivement. Je me souviens du discours que tu avais prononcé au NBER. C'était pas la Martin Feldstein Lecture que tu avais donnée il y a quelques années, où tu disais que si les pays membres montrent un certain sérieux dans la gestion de leurs finances publiques, en échange, eh bien, collectivement, on peut avoir des capacités d'emprunt qui peuvent nous permettre de financer les grands investissements que nous devons faire. Est-ce que quelque part, il ne faut pas moderniser notre logiciel économique et nous détacher un peu de ce côté trop hayekien et trop géant réglementaire, nain budgétaire? Alors 2 mots, l'un sur l'investissement et l'autre sur la concurrence. S'agissant de la réglementation, nous en avons déjà parlé. S'agissant des investissements, je ne me souviens pas exactement de la quantité d'aide publique dépensée. Je crois que 1% a été engagé vers les programmes publics. Si on devait se coordonner, si on devait coordonner les aides d'État pour les projets communs, alors on pourrait créer 0,5% de productivité supplémentaire. Donc, il faut utiliser les aides d'État de façon différente. Et malheureusement, même récemment, les règles des États ont été changées. Et on a décidé de faire passer les aides nationales à un niveau national. Donc il y a 2 questions. On veut protéger les électeurs et il y a aussi des problèmes politiques. Et c'est quelque chose d'objectif parce que certains secteurs ne vont pas connaître la croissance. Mais l'autre raison, ce sont le rendement géographique, le retour géographique. Je dépense les aides d'État pour mon pays. Je ne vais pas utiliser les aides d'État pour un autre pays. Mais alors, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas mettre en œuvre des projets communs. Mais les projets communs sont les seuls véhicules, vecteurs qui permettent d'avoir ou d'atteindre l'échelle. Donc, pourquoi ne pas prendre des décisions? Comment dépenser les aides d'État sur la base d'efficacité et ainsi tous les participants seront sur un pied d'égalité dans ce projet. Donc ils auront un retour sur investissement, un rendement de l'investissement. Ça, c'est l'une des solutions. Oui, j'ai oublié de parler de la concurrence. Excusez-moi. Oui, alors je voulais parler de la concurrence. La concurrence et ses règles. Alors, là, les règles de la concurrence et les procédures opérationnelles doivent être modifiées pour prendre en considération l'innovation. La concurrence apporte de l'innovation, mais dans ce monde, on voit que l'échelle apporte de l'innovation. Donc, il faut trouver un terrain médian afin de créer un environnement qui soit propice à l'innovation et en même temps, il ne faut pas empêcher les politiques d'échelle lorsque les politiques d'échelle amènent à l'innovation. On peut devenir plus innovant. L'Europe doit faire de l'innovation de rupture high-tech. Et il y a des gens qui pensent dans la profession qu'il faut choisir. Si on décide d'être plus innovant, on doit être socialement moins avancé, C'est-à-dire qu'on doit choisir entre être plus innovant et moins protecteur, ou plus innovant et moins inclusif. Est-ce que tu penses que vraiment il faut renoncer au modèle social pour devenir plus innovant, ou est-ce qu'on peut devenir plus innovant en renforçant notre modèle social?
Alors le rapport rejette ce type de raisonnement. Je me souviens, au début du rapport, tous mes amis de l'autre côté de l'Atlantique disaient la même chose. Pour connaître la croissance, il faut réduire la protection sociale, il faut reculer en matière d'environnement. Mais avec ce rapport, il y a un angle de vue différent. Nous avons des systèmes de santé forts, nous avons des valeurs sociales qui sont fortes, nous combattons le changement climatique, mais en fait, on ne change pas. Donc comment connaître la croissance et en même temps, comment peut-on être en phase avec nos valeurs fondamentales? Et c'est l'une des aspects stratégiques de ce rapport. Pour avoir un système de santé sociale qui soit fort, c'est absolument crucial à l'heure où il y a des mutations technologiques qui sont absolument profondes. Par exemple, la Suède. La Suède a un climat d'innovation qui ne cesse de s'épanouir et je pense que c'est l'un des meilleurs systèmes d'innovation si vous considérez le nombre d'habitants. Le modèle social est excellent, qui porte sur la mobilité. Et la mobilité est absolument essentielle lorsque vous avez des transformations technologiques énormes. Et la même chose vaut pour le climat. Je dois m'arrêter, non? Non, pas de problème. En fait, le panneau qui indique que je dois m'arrêter n'est pas dans le bon sens. La dernière question, elle est toute simple. Hein. On a face à nous une salle pleine, et je remercie tout le monde d'être venu, et surtout pleine de beaucoup de jeunes, et notamment d'étudiants. Donc, quel est ton message à tous ces jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui, ou sous cette tente aujourd'hui? Au fait, je voudrais dire 2 mots concernant le rapport. Le rapport, c'est une contribution mixte des services de la Commission, des industries, mais également d'une variété de contributeurs de très haute compétence, de qualité. Et j'ai eu la chance d'avoir leur aide. Et véritablement, 2 d'entre eux sont ici. Jean Tirole était un autre, donc pour mentionner que quelques noms français. Donc, pour revenir à votre question, ce que le rapport a essayé de faire, c'est d'indiquer la route à suivre. Maintenant, pour poursuivre, comme j'ai dit, d'abord, vous avez besoin de leadership, mais vous avez besoin également de la poussée d'une génération qui veut rester en Europe, qui veut être heureuse en Europe et qui veut croître ici, prospérer. Et c'est vous, les jeunes gens ici qui sont dans cette salle. Donc, le conseil que j'ai pour vous, battez-vous et espérez.